parcours touche à sa fin. Mon delta forme la plus grande zone humide de France, la Camargue. Cette terre a été façonnée par la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée. L'eau y est omniprésente, source d'autant de richesse que de tension. On est ici en Camargue et la Camargue n'existerait pas bien sûr sans le Rhône. C'est un delta, donc c'est-à-dire c'est un objet géologique jeune qui a même pas 20 000 ans et qui a été créé de toutes pièces par le Rhône, par les alluvions du Rhône et puis par les forces conjointes du Rhône, de la mer, par tous ces sédiments qui ont été charriés, par ces interactions entre cette eau douce et cette eau salée, par les courants marins qui ont remanié tout ça. Donc on est dans un espace qui est le fils du Rhône et de la mer. La Camargue est confrontée à beaucoup d'enjeux, mais parmi eux, bien sûr, les changements climatiques et ses diverses composantes sont vraiment ce qui va rendre la vie un peu plus compliquée dans les décennies et les années qui viennent. On est vraiment ici sur la ligne de front des changements climatiques et on voit très bien que si on ne fait rien, ça va être compliqué, ça va changer. Et même si on fait, ça va être compliqué. La question, c'est que faire. La Camargue n'est plus un delta libre. C'est un delta qui a été endigué à la fin du XIXe siècle, après deux très importantes inondations en crue du Rhône qui ont fait des inondations majeures dans Arles. Tout le delta a été inondé en 1840-1856. À partir de là, un récit nouveau, un récit fondateur pour la Camargue s'est écrit, qui était le récit de la conquête et de la maîtrise. Et à partir de là, effectivement, des canaux ont été bâtis, l'eau a été pompée au Rhône, drainée, et une agriculture nourricière importante et structurelle aujourd'hui pour la Camargue s'est mise en place. Je dirais qu'il y a quelque chose qui cristallise vraiment les relations au Rhône, c'est la peur des inondations. Avant l'endiguement du Rhône, c'était un fleuve qui bougeait beaucoup. Il y a plein d'anciens bras du Rhône qui sont connus ou qui sont retrouvés par des géomorphologues. Donc le fleuve était instable, c'était compliqué d'envisager des activités humaines. Donc l'homme a endigué le Rhône et l'a fixé là où on le connaît aujourd'hui. À partir de là, il n'y a plus ces mouvements d'eau douce sur le delta. Et rapidement, le delta s'est salé par l'influence d'une nappe souterraine qui est salée. Donc là, il y a eu création de ce qu'on appelle ici des roubines, qui sont des canaux d'irrigation ou de drainage des terres. Le schéma classique en Camargue, c'est l'eau arrive du Rhône. Elle est utilisée dans les terres pour de l'agriculture, la chasse ou la protection du patrimoine naturel. Puis après, elle est renvoyée soit dans les étangs intérieurs, soit parfois aussi au Rhône. Je suis né ici, donc il y a 66 et quelques années. Et nous sommes ici depuis mon grand-père et mon père, donc, qui sont arrivés sur cette propriété. En fait, elle était abandonnée dans les années 30. Donc on cultive du riz. On est éleveur depuis toujours. On est éleveur de chevaux de race Camargue, éleveur de taureaux de race espagnole. Voilà. Le fleuve Rhône, nous déjà, s'il n'y a pas de l'eau, la Camargue c'est un désert. Il y a des remontées de sel partout, donc il n'y a pas de végétation. Un riziculteur a besoin d'eau, un éleveur a besoin d'eau. Donc cette eau, elle nous vient du Rhône. Tant qu'il pleut sur leurs champs, ou qu'ils peuvent puiser dans mes eaux pour irriguer leurs terres, leurs récoltes sont saines et sauves. Mais quand l'eau douce se fait rare, l'eau de mer s'infiltre dans les nappes phréatiques et le sel brûle leurs champs. C'est la malédiction des biseaux salés. Les pluies se font plus éparses, la montée du niveau de la mer est irréversible, la pression du sel est chaque jour un peu plus forte sur les terres camarguaises. Ici, on est dans un espace où, même jusqu'au nord de la Camargue, la nappe phréatique est très proche du sol et elle est très salée. Parfois, elle est plus salée que l'eau de mer.
Je vous disais, en moyenne, c'est à peu près 600 mm d'eau qui tombe. Ces dernières années, c'est plutôt 400 mm. Mais l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'évaporation et la transpiration par les plantes, c'est environ 1400 mm par an. Donc il y a à peu près 1 mètre d'évaporation en plus que par rapport aux précipitations. C'est-à-dire si on n'amène pas d'eau, eh bien, cette eau salée qui continue dans le sol va par capillarité remonter en surface et le sel va arriver à la surface et donc faire des paysages comme ceux qu'on voit ici, des paysages où il y a une végétation sélectionnée pour résister au sel, mais y compris dans les zones agricoles, on aura le même phénomène, on aura une salinisation des terres. Il faut considérer que la mer qui va monter progressivement du fait du changement climatique, si on l'empêche d'avancer dans les terres, le fait que le niveau marin soit de plus en plus haut, ça va influer sur la nappe. L'enjeu de salinisation, il va surtout se situer sur le Rhône finalement, parce que les scientifiques nous alertent sur le fait qu'avec le changement climatique, la fonte des glaciers, les modifications locales du climat, eh bien, on va se retrouver avec un Rhône qui sera de moins en moins souvent en crue, avec ce qu'on appelle des étiages, des périodes de niveau d'eau très faibles qui seront de plus en plus fréquentes. Et c'est lorsqu'on a ces périodes d'étiage, finalement, que ce qu'on appelle le biseau salé peut remonter loin à l'intérieur des terres, dans le Rhône en fait. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour les usages liés à l'eau du Rhône. Je pense notamment aux usages agricoles pour l'irrigation. Ouais. Sachez que nous, à la Tour du Var, on produit du riz. En 2011, on a grillé complètement notre riz. On n'a pas récolté un grain de riz parce que c'est une année où il y a eu un hiver très sec, peu de neige dans les Alpes et un débit d'étiage, et donc qui est dès le mois de mai, et l'eau de mer est remontée de plusieurs dizaines de kilomètres dans le Rhône. Et on a pompé ici de l'eau saumâtre et on a brûlé notre riz. C'est arrivé une fois en 2011, mais à n'en pas douter, ça va se reproduire. Ce qui était un accident hier risque d'être la norme demain. On se projette sur le long terme, avec évidemment la perspective de l'élévation du niveau marin, qui est induite par le changement climatique. On est sur une partie du littoral qui est fortement exposée à cette problématique, puisqu'on est sur des terrains qui sont de très faible altitude. Des climatologues méditerranéens envisagent que d'ici la fin de ce siècle, on aura probablement plus 1 mètre et éventuellement plus. Quand on sait que 70% du delta est à moins d'1 mètre d'altitude, on voit très bien que si on ne fait rien, ça va être compliqué. Ils ne peuvent pas ne rien faire. Ils ont trop à perdre. Ils pourraient se protéger en rehaussant les digues à coups de millions. Ça ne durera qu'un temps. Le sel continuera de s'infiltrer, la mer rongera les digues et tout sera bientôt à refaire. Ils doivent penser une solution nouvelle. Avec moi, avec la mer, avec ce delta. Une solution fondée sur la nature. Le projet ici, si vous voulez, c'est de reconstituer ce qu'on appelle une zone tampon, qui va permettre, par exemple, à l'occasion des tempêtes, l'étalement de l'eau de mer qui va rentrer dans les étangs, sans que finalement ça pose de problème, puisqu'on n'a plus que des espaces naturels, on n'a plus que des terrains sur lesquels il n'y a plus d'enjeu de protection fort des biens et des personnes. Ce scénario d'aménagement, évidemment, il induit malgré tout que plus en amont, on ait une protection contre les submersions marines qui soit efficace et qui permette de protéger le reste du delta. Donc on est sur ce qu'on appelle une solution d'adaptation fondée sur la nature, mais qui est une solution mixte, où on va renaturer le littoral, et par contre on a quand même besoin de renforcer une digue, mais qui va être située à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, qui va être évidemment considérablement moins coûteuse à entretenir, à redimensionner, que ces ouvrages situés sur le front de mer, qui sont ici directement exposés à l'érosion et aux tempêtes. La question, elle est surtout une question à mon sens, une question de responsabilité. Qui prend la décision, qui engage sa responsabilité pour dire « là, je laisse la nature diriger le système et moi je ne fais que l'accompagner ». Une digue, elle est normée, les spécialistes nous disent, les gens du génie civil, une digue de telle hauteur, ça résiste à telle tempête.
Un espace naturel, c'est un amortisseur qui marche, mais qu'on ne peut pas normer. Et si un jour ça va au-delà de ce qui était pressenti, qui est responsable ? Mais il y a quand même une volonté de toujours aller à l'encontre des contraintes, donc à l'encontre des inondations, à l'encontre de l'influence du sel, se protéger de la montée du niveau de la mer. Je pense que c'est tous ces aspects-là, en fait, qu'il faut qu'on arrive à réfléchir. Refuser le changement de peur d'y perdre sa place, c'est le sort des êtres de résistance. L'accompagner pour y trouver une place nouvelle, c'est celui des êtres de résilience. Je suis convaincu que ce récit fondateur, ce récit qui a été vécu très positivement de cette maîtrise et de cette conquête, on est au bout. Ce récit était une belle histoire, mais c'était une parenthèse. On a eu l'illusion de la permanence des choses, mais on est dans un delta. Un delta, c'est l'impermanence des choses. Et donc, apprenons à revivre avec un delta et revivre avec la variabilité, avec l'aléa. Et pour ça, soit on le vit dans une forme de déni et par contrainte, on subit, soit on est capable d'écrire autre chose, un nouveau chapitre. On tourne la page et on écrit cette fois le chapitre de l'adaptation et de la résilience, qui peut être là aussi une histoire fondatrice, qui peut être une histoire même désirable, mais qui a fatalement une part de renoncement. Si on fait disparaître tout ça, on va le remplacer par quoi ici ? C'est nos racines. Quand je vous parle de taureaux et de chevaux, on ne parle pas que d'animaux. Quand on parle d'un cheval Camargue ici, le cheval il est avec nous tout le temps. Dans nos rêves, au travail, à la fête. Si vous allez en ville pendant les fêtes d'Arles, la reine d'Arles, elle est en croupe sur un cheval Camargue. Et c'est le même cheval qui va être le lendemain dans les champs en train de rentrer les taureaux avec nous et se prendre un coup de corne. L'héritage culturel, en fait, ce sont plein de savoir-faire, de métiers qu'il faut absolument transmettre à nos enfants. On ne va pas non plus être chercheur au CNRS. Il faut qu'il y en ait qui fassent pour qu'il y en ait d'autres qui cherchent. À un moment, il faut que les gens se rendent compte et qu'ils réfléchissent pour l'avenir. Personne ne peut gagner la partie face aux autres. La beauté du moment, c'est que on n'en sortira que si on est capable de travailler ensemble, de s'entendre, de s'écouter, de se respecter et d'inventer le monde de demain ensemble. Tant qu'on sera, ou si on choisit, ou on n'arrive pas à faire autre chose que de la confrontation, on perdra tous. Et c'est la nature qui se rappellera à nous de façon douloureuse. Et à ce moment-là, on sera dans la réaction et pas dans l'anticipation. Donc ce qui me semble indispensable, c'est qu'on soit dans l'anticipation. Et cette anticipation exige le dialogue, un dialogue respectueux et bienveillant. On pourrait être capable, on devrait être capable de se mobiliser ensemble, d'échanger, de dialoguer. Et pas juste faire ça entre nous camarguais, mais d'y associer des gens, des architectes, des urbanistes, des artistes, des écologues, des gens qui aient une approche autre du territoire et qui nous aident à nous ouvrir un peu, à inventer de nouvelles façons d'habiter, d'exploiter ce territoire. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut allier la mouvance et l'incertitude à la vie, à l'exploitation agricole ou autre. Voilà. Et c'est ça tout l'enjeu. Et je pense qu'il y a une super histoire à écrire là. On a mis en place le laboratoire textile à l'atelier Louma en octobre 2018. On y développe des projets autour des fibres, de la construction textile, donc tissage maille, et de la mise en couleur. Donc que ce soit de l'impression, de la teinture. Le delta du Rhône, là où on se trouve, il nous offre des ressources assez variées qui sont pour nous intéressantes à revaloriser. Il peut y avoir des déchets agricoles, il peut y avoir des ressources qui sont invasives et problématiques sur le territoire. Et il peut y avoir aussi, sinon, des ressources qui peuvent être cultivées assez facilement et de façon assez vertueuse dû au climat ou au savoir-faire qu'il y a sur place. Et donc l'idée, c'est de voir avec quels matériaux, quelles ressources naturelles est-ce qu'on pourrait travailler, avec quel type de savoir-faire pour re-questionner en fait tous ces processus de production, pour penser à une production textile plus vertueuse.
Pour nous, c'est vraiment tout un écosystème entre ressources, savoir-faire, mise en production. Donc c'est un nouveau terrain de jeu qui s'offre à nous. Et pour autant, ça peut être vu en quelque sorte comme une sorte de retour en arrière. Parce qu'en fait, si on pense par exemple aux teintures végétales ou à la laine, en fait, c'est des choses qui existent depuis extrêmement longtemps. Et pour autant, les projets, il faut qu'on les adapte en fait à nos besoins actuels et à des méthodes de production actuelles. Il y a une sorte d'aller-retour entre un savoir-faire traditionnel et vraiment une sorte de vision à long terme de ce que peut être la production de demain. Le bassin du Rhône, c'est un immense écosystème à la fois d'hommes, de faune, de flore. Et en fait, on pourrait en apprendre des tonnes. Il faudrait juste qu'on y soit au moins un peu sensibilisé, quoi. Se réconcilier avec une forme de présence du Rhône au-delà des pompes et des tuyaux. Une forme de présence de la mer au-delà d'une jolie plage, mais une digue derrière. Il va falloir redonner un espace de liberté à ces deux géniteurs de la Camargue, un espace contrôlé certes, mais un vrai espace de liberté qui puisse à la fois reprendre une forme de dynamique qu'on a voulu contraindre. Le delta aujourd'hui est fixé par ces digues, mais il n'est pas figé. Il continue à bouger à ses marges, et il bouge de plus en plus. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'il va bouger, donc tolérons qu'il bouge, accompagnons ces mouvements, tout en faisant que petit à petit on s'adapte. S'il faut reculer, on reculera, mais pas massivement. Et ça, c'est un vrai enjeu, d'arriver à comprendre collectivement comment est-ce qu'on peut doser ça, comment est-ce qu'on peut rendre un peu d'espace de liberté au Rhône et au fleuve, tout en vivant le mieux possible et en développant de nouvelles façons d'habiter et de vivre ce territoire. Ce qu'on annonce, c'est intolérable. Et quand c'est intolérable, il y a toute une série qui est bien connue, d'abord du déni, de la révolte, de la dépression, avant d'être capable de se mobiliser. On est en train de passer un peu par toutes ces phases, du déni, de la révolte et de la dépression. Et donc, ce que j'espère, c'est que ces phases vont se passer assez vite pour qu'on soit collectivement en capacité de se mobiliser et d'inventer cette histoire. Parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Il faudra inventer cette histoire de l'adaptation. Donc la première question qu'on devrait se poser tous ensemble, citoyens, et c'est pas camarguais, c'est tous les citoyens du monde, quelle relation pensons-nous normale d'avoir avec la nature? Est-ce qu'on pense raisonnable de continuer à s'extraire du monde du vivant et considérer le monde du vivant soit comme une ressource inépuisable dans laquelle on peut taper indéfiniment à notre seul profit, soit comme une contrainte, un obstacle au développement? Donc voilà, réconcilions-nous avec le monde du vivant par une introspection collective. Je suis vie. Je suis impermanence, je suis résilience. Je me suis plié à toutes les variations que vous m'avez imposées. Mais les changements climatiques auxquels nous faisons face dépassent les capacités d'adaptation de mes écosystèmes. Vous devez changer de regard sur la gestion de mes eaux si précieuses. Changer de regard sur la nature qui en dépend. Changer de regard les uns envers les autres. Je m'en remets à vous. Écrivez une histoire de résilience.